Merci de m'avoir invité et associé à cette réunion de rhumatologues. Donc, je vais essayer de cerner un petit peu les mises au point en matière de chirurgie de l'épaule. Et on va se concentrer, comme vous allez le voir, essentiellement sur la chirurgie de la coiffe des rotateurs, parce qu'elle domine ce domaine et ne cesse de progresser. Donc, on va s'intéresser essentiellement à la chirurgie de la coiffe des rotateurs, mais on va également voir tout ce qui se passe en matière d'instabilité, de lésions du bourrelet, de l'arthrose en général et de la pathologie traumatologique dans cette chirurgie. Alors, pour commencer, bien sûr, concernant la coiffe des rotateurs, je vais essayer de répondre aux deux questions. C'est quand et comment opérer, bien sûr, une rupture de coiffe. Alors, très rapidement, la coiffe, vous le savez mieux que moi, qu'elle sert à la stabilité active de l'épaule. C'est le principal centreur de la tête humérale au niveau de l'articulation, puisqu'elle est en stabilité osseuse primaire précaire, elle est peu engrainée et elle est sujette à, bien sûr, une pathologie variée. Et très souvent, il faut retenir que la pathologie de la longue portion du biceps est vraiment négligée. Et il faut savoir également qu'en matière de cette chirurgie, on ne va pas s'intéresser uniquement à la coiffe des rotateurs, mais il y a ce fameux en quelque sorte éperon osseux qui est l'acromion et la notion du conflit. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des nouveautés pour ce conflit? Alors, pour la physiopathologie de la lésion des genèses, elle est plurifactorielle, comme il a été déjà dit, donc intrinsèque et extrinsèque, et qui est due à un environnement anatomique avec des sollicitations mécaniques, l'environnement des tendons qui sont fragiles, hypovascularisés, et bien sûr, cela dépendra de l'activité physique des patients et de certaines professions ou de certains sports qui sont les plus exposés, qui vont donner des lésions, bien sûr, iatrogènes, aussi au niveau de certaines chirurgies. Très rapidement aussi au niveau de la physiopathologie, donc les facteurs mécaniques qui sont dus à ce défilé, bien sûr, supra-épineux, avec des facteurs dus essentiellement à la nature, donc du tendon et leur sollicitation accrue, la théorie vasculaire, et tout ça va aboutir à une certaine dégénérescence, donc ça va aboutir à une pathologie dégénérative qui a été déjà expliquée, mais qui va générer la plupart de ces lésions. Donc, à partir d'un processus dégénératif, plutôt à partir d'une réaction inflammatoire, on peut avoir les différentes étapes avec la genèse des tendinites calcifiées, mais pour aboutir in fine à une arthrose de cette articulation par rupture massive de la coiffe des rotateurs qui va donner une homarthrose qui va être excentrée. Alors, très rapidement, pour les tendinites, donc c'est l'atteinte non traumatique de l'épaule avec un surmenage, et ce qui est dû certainement à un surmenage du système périarticulaire. Il faut savoir que 99% de la population fera certainement un jour une tendinite du supraspinatus dans sa vie. C'est une tendinite qui est quasi inévitable, vu bien sûr cet environnement qu'on a expliqué, et qui va déclencher un processus inflammatoire, et son exploration nécessitera la réalisation surtout d'échographie à la recherche tout d'abord d'une rupture. La tendinite calcifiante, donc avec ces 4 phases, je ne fais que les rappeler bien sûr, la phase préformative ou de dégénérescence fibrillaire localisée. L'essentiel, ce que je voulais dire par rapport, bien sûr, à la clinique, ce n'est qu'au niveau de la phase de résorption que ça donne des crises douloureuses hyperalgiques qui poussent très souvent les patients à venir consulter. Donc, sinon, c'est la découverte, bien sûr, parfois fortuite. La SFA avait classé ces tendinites calcifiantes
en 4 types. Le type A, où il y a la calcification qui est homogène et à contour net. La B, calcification hétérogène polylobée. La type C, qui est sans contour net, infiltrant le tendon et qui peut être en forme évolutive, bien sûr, des 2 autres types. Et la dernière, qui est tout simplement l'anthésopathie. Dans la plupart du temps, c'est un traitement médical, mais ce qui nous intéresse, quand est-ce qu'on va agir chirurgicalement sur ces tendinites calcifiées? Alors, tout d'abord, il faut attendre la stabilisation ou la maturation de cette calcification, et on a plusieurs manières, mais le gold standard maintenant, c'est bien sûr d'agir par une arthroscopie, parce que ça permet non seulement de voir un peu l'étendue, mais en même temps de rompre ces calcifications et de les aspirer, de ne pas laisser, bien sûr, cette calcification, cette pâte en train d'agresser la coiffe des rotateurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des tendinopathies rompues? Alors, je vais revenir à ce que le professeur Derhi a présenté tout à l'heure. Donc, il y a tout d'abord une classification. On peut être en présence d'une rupture partielle, et comme vous l'avez vu, sa localisation est très importante à déterminer, parce que tout d'abord, ça va nous donner une idée sur la genèse, sur l'étiologie, mais aussi ça va nous donner, bien sûr, une idée sur la conduite à tenir. Et puis, donc là, on peut avoir la rupture transfixion, donc qui concerne bien sûr la rupture totale, comme vous allez le voir. Alors, pour les ruptures partielles, il faut voir est-ce que c'est une rupture qui est en interstitiel, qui concerne bien sûr le corps du tendon, et là, en fait, l'étiologie est purement dégénérative. Par contre, quand il y a une lésion qui est sur la face, bien sûr, superficielle, articulaire, on parle de conflit sous-acromial. Quand elle est au contraire sur la face profonde, ça, c'est ce qu'on détermine en chirurgie et surtout chez les arthroscopies par le conflit postéro-supérieur de Walsh. Alors maintenant, quand on a une rupture, bien sûr, qui est transfixiante, plusieurs paramètres sont à déterminer, et l'apport, bien sûr, du radiologue est essentiel à ce niveau-là, parce que les classifications, plutôt la précision des lésions, va nous aider à comprendre, mais aussi à y opposer un traitement. Donc tout d'abord, combien de tendons sont touchés, quelle est la dégénérescence graisseuse, et qui sont les tendons, bien sûr, qui sont touchés. Et on va parler, et on va voir, bien sûr, le degré de rétraction pour ces lésions. Alors, pour l'indice, je ne vais pas revenir, bien sûr, sur les différentes précisions qu'a fait, bien sûr, le professeur Derhi, mais l'essentiel, c'est que par rapport à tous les tendons qui sont touchés, on va essayer de voir un peu l'indice de dégénérescence graisseuse, mais surtout, comme on a dit, on va essayer de voir le nombre de tendons qui sont touchés sur cette coupe, soit l'étendue vers l'arrière, mais aussi vers l'avant des lésions. Et sur cette coupe, on verra, bien sûr, sur le plan frontal, la rétraction. Le stade 3, comme a expliqué tout à l'heure le professeur Derhi, est un signe de mauvais pronostic, puisque la rétraction, elle arrive plus ou moins au niveau du bord de la glène. Ça, c'est un mauvais cas, ou plutôt, ça annonce un peu l'échec de la réparation. Je reviens sur, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure en matière d'infiltration graisseuse, donc la classification de Gouttalier, mais je voudrais également dire qu'on prend, autant que chirurgien, l'indice de dégénérescence globale qui est, en fait, on fait la somme des dégénérescences, des indices de dégénérescence sur le supra-épineux, l'infra-épineux et le sous-scap, et on divise par 3. Et cet indice, quand on est inférieur à 1,5,
c'est un facteur encourageant pour la réparation. Par contre, quand cet indice de dégénérescence globale dépasse les 1,5, on ne fait pas de réparation. La longue portion du biceps a ses particularités et l'apport de l'arthroscopie a été en quelque sorte primordial parce que la chirurgie à ciel ouvert, comme on va voir, ne permet pas l'exploration de cette longue portion du biceps et malheureusement beaucoup de douleurs quand il s'agit de lésions, transfictions hémacides, surtout chez les personnes âgées, est due à cette pathologie de la longue portion du biceps, ce qui incite parfois à faire des ténotomies, comme on va le voir, ou encore des ténodèses de cette portion, de cette longue portion du biceps. Alors, voilà quelques exemples ici. Donc, on voit la tendinite de la longue portion. L'arthroscopie, elle donne de belles lésions, un stade de pré-rupture, compression avec une image en sablier, donc là aussi en pré-rupture, et là, c'est la rupture, et là, on ne peut pas voir ça dans la chirurgie à ciel ouvert. Voilà, donc là, ça reprend un petit peu la même chose. Maintenant, je vais parler un peu de ce fameux conflit sous-acromial et dont les notions ont bougé ces dernières années. Le conflit donc, a été décrit déjà par Neer en 1972, et puis ce conflit, il est dû essentiellement à cette zone critique faite par le tiers antérieur de l'acromion, le ligament coraco-acromial, et parfois la face inférieure de l'articulation acromio-claviculaire. Bien sûr, ce passage de la coiffe à ce niveau-là l'expose, selon cette théorie, bien sûr, à, premièrement, et surtout quand il y a des sollicitations par des professions et des sports les plus exposés, à des irritations, à des microtraumatismes répétés, ce qui va aboutir bien sûr, à un processus inflammatoire et par la suite à des ruptures. Je rappelle qu'au départ, on mettait surtout en cause, après cette étude bien sûr de Bigliani et Morrison sur 140 épaules cadavériques, qui ont mis bien sûr plusieurs types d'acromions. Là, comme vous voyez, en 2013, il y avait le symposium qui a montré un peu l'incrimination pas totale au niveau, bien sûr, de ces types-là. Donc ça contredit un petit peu ce qu'il y avait comme notion, mais surtout, cette étude, donc au cours de ce symposium, a mis en cause plutôt la longueur de l'acromion. Donc un acromion, bien sûr, regardez comment ça se passe, un acromion court, donc là, il n'y a pas, comme on va le voir, parce que c'est des études qui ont été faites par une imagerie fonctionnelle et qui a montré que le bras de levier est incriminé selon, bien sûr, la longueur de l'acromion. Regardez comment la musculature va être à ce niveau-là mise en contrainte, et cette étude a montré que ça déplace les contraintes et ça génère, bien sûr, le stress au niveau, bien sûr, de la tête humérale par un acromion qui est long. Donc, les conclusions ont un petit peu changé, mais une étude qui a été publiée en 2017, en novembre 2017, a montré qu'il n'y avait vraiment pas de différence significative ou d'apport supplémentaire d'une chirurgie de décompression. Qu'on la fasse ou qu'on fasse une arthroscopie seule, c'est-à-dire une chirurgie pratiquement placebo, de nettoyage, de débridement, sans toucher à l'acromion, aux structures et sans décompresser, ou encore versus une abstention, ça a démontré qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Donc tout cela a un petit peu modifié les notions par rapport aux interventionnistes qui sont purs et durs, et
on voit au niveau, bien sûr, de la tendinopathie, là, tout d'abord, ce qui était le protocole, en quelque sorte, de la haute autorité de la santé, et par rapport à la chirurgie, bien sûr, il y a la chirurgie à ciel ouvert, mais il y a aussi la chirurgie arthroscopique. Alors, tout d'abord, il faut préciser, je voudrais souligner avec vous que depuis les débuts des années 1980, où il y a eu les premières réparations sous arthroscopie, il y a eu un tsunami de chirurgie arthroscopique et qui n'ont cessé d'évoluer. Mais la chirurgie à ciel ouvert doit garder sa place. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on va le voir, la chirurgie arthroscopique est tout d'abord très coûteuse, elle nécessite un investissement en matériel mais aussi en temps, parce qu'un chirurgien qui ne fait pas régulièrement des réparations sous arthroscopie ne peut prétendre à cette performance. Et malheureusement, s'il est purement arthroscopiste aussi, il ne peut pas se rattraper lorsqu'il y a des échecs ou des problèmes techniques de l'arthroscopie. Bon, donc je reviens sur ce tableau juste pour dire que plusieurs types de chirurgie. On a la chirurgie tout d'abord non réparatrice, ça veut dire qu'elle se limite à des débridements. On va voir un petit peu les indications, mais celle-là, elle doit se faire essentiellement par arthroscopie, puisqu'elle n'est pas agressive, elle ne nécessite pas une technicité accrue. La chirurgie réparatrice, bien sûr, cela dépendra des moyens, mais aussi des chirurgiens. Elle peut se faire à ciel ouvert ou elle peut se faire par arthroscopie, mais aussi par des techniques hybrides actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être assisté par l'arthroscopie avec des mini-voies, mini-invasives, pour faire certains gestes ou pour faire un look sur l'articulation gléno-humérale et bien sûr faire des sutures quand on n'a pas la technicité mais aussi le matériel essentiel pour faire bien sûr la réparation. Et puis il y a la chirurgie, tout ce qui est chirurgie palliative, donc des lambeaux et les avancements myotendineux qui ne peuvent faire qu'à ciel ouvert. Et enfin, bien sûr, la chirurgie prothétique qui ne peut se faire qu'à ciel ouvert. Alors, quelles sont les indications maintenant à retenir? Tout d'abord, quand il s'agit de personnes âgées, ça ne sert à rien. C'est généralement des ruptures qui sont massives et la chirurgie n'apporte pas grand-chose puisque c'est une chirurgie qui, même sous arthroscopie, est agressive et elle va être enraidissante pour ces patients-là. Donc, il y a très souvent, là aussi, il faut pas faire lorsqu'il y a des rétractions importantes, le fameux stade 3 que nous avons vu, et lorsqu'il y a des dégénérescences graisseuses, par rapport à un seul tendon lorsque l'indice il dépasse le 2, mais surtout l'indice global, parce qu'on prend en considération dans la globalité, donc quand il dépasse un score de 1,5. Et puis, lorsque l'espace sous-acromial, comme a été précisé tout à l'heure par Madame le professeur Drey, lorsque l'espace est vraiment rétréci, ça veut dire qu'il y a une ascension, à ce moment-là, il ne faut pas réparer. Quand est-ce qu'il faut réparer? Âge moins de 70 ans, d'accord? Et surtout, quand il y a un indice de dégénérescence globale inférieur à 1,5. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas d'indication à la réparation, il faut faire un débridement uniquement. Ça permet de soulager les patients, mais aussi on fait une chirurgie de débridement lorsqu'il y a une lésion partielle qui est inférieure à 50%, d'où l'apport des précisions, bien sûr, de l'IRM, comme on a vu tout à l'heure. Et lorsqu'il y a une impossibilité de suture, on revient sur la même chose. Et lorsqu'il y a une atteinte de la longue portion du biceps qui est démontrée par l'imagerie, par cette IRM, il faut faire soit une ténotomie ou une ténodèse. La ténotomie, c'est lorsqu'on sectionne le tendon et on le laisse. Le problème, c'est que ça donne cet effet
de biceps de Popeye qui est gênant pour certains patients, mais aussi pour certains bricoleurs. Il a été mis en évidence que lorsqu'on ne fait pas de ténodèse, quand on ne réinsère pas, bien sûr, à nouveau la longue portion du biceps, quand on l'a sectionné en haut, il faut la réinsérer. Pourquoi? Parce que ça baisse la force musculaire et ça donne des crampes permanentes, surtout chez les personnes, bien sûr, qui bricolent. L'acromioplastie, elle était systématique au départ, et là, c'est comme je vous ai dit, tout d'abord, la notion de conflit a été mise en doute. La dernière étude qui montre qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on fait une chirurgie, bien sûr, de décompression, ça veut dire une acromioplastie, donc elle reste discutée. Maintenant, il y a beaucoup de chirurgiens qui se disent on est sur place, on ne va pas faire de mal, on va donner un meilleur environnement, bien sûr, pour cette coiffe des rotateurs qui est réparée ou débridée, et donc ils font surtout par arthroscopie, à l'aide d'un fraisage, on arrive à augmenter cet espace. Alors, cette chirurgie, comme je vous ai dit, comment la faire? Alors, il y a bien sûr le ciel ouvert, et le ciel ouvert a comme supériorité, c'est surtout, à long terme, la meilleure tenue des sutures. Donc, les sutures à ciel ouvert ne se dégradent pas à long terme, contrairement aux sutures par arthroscopie. Et surtout, c'est à la portée pratiquement de tous les chirurgiens. Alors que l'arthroscopie, comme j'ai expliqué, ça nécessite un entraînement, donc un investissement en temps, mais surtout en matériel, comme on le verra sur un tableau des coûts. Et regardez, donc les sutures, quand on les fait à ciel ouvert, on voit la coiffe, elle est étanche, les sutures tiennent très bien, on les fait à partir d'une tranchée osseuse. L'arthroscopie, tout d'abord, sa supériorité est la meilleure, sont les meilleures possibilités d'exploration, puisque pratiquement dans des espaces rétrécis, on a un œil qui se balade dans l'articulation, et surtout, l'interligne gléno-humérale et la longue portion du biceps qui ne peuvent être vues par les techniques, bien sûr, à ciel ouvert. Et surtout, on a maintenant une population qui est très exigeante et très demandeuse par rapport à ce confort des suites opératoires. Alors, je voudrais dire que, bien sûr, contre cette chirurgie arthroscopique, elle a un coût élevé, et surtout la stabilité des résultats à long terme jusqu'à maintenant. Tout ce qui est utilisé, les encres, les vis d'interférence sont non seulement coûteux, mais qui se dégradent avec le temps et ne donnent pas cette stabilité, bien sûr. Alors là, c'est issu du dernier congrès de la SFA, où regardez pratiquement entre une chirurgie, donc la suture de la coiffe par une chirurgie traditionnelle, et quand on utilise des encres, maintenant il y a des chirurgiens qui arrivent même à 4 encres, c'est pratiquement 203% du coût de l'intervention. Par contre, elle permet, comme on a dit, une très belle exploration, on se balade dans l'articulation, regardez, on voit la longue portion du biceps, on voit le lac en supérieur, donc on voit un petit peu toutes ces possibilités. Voilà, suture sur encre, comme vous voyez, qui est en intra-osseux, mais malheureusement, comme je vous ai dit, la stabilité n'est pas meilleure à long terme. Alors, ça, c'est issu également de ce congrès où un face-à-face qui a été organisé entre la Société marocaine de chirurgie orthopédique et la Société française, et qui a conclu, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut choisir entre ces chirurgies à ciel ouvert ou arthroscopiques? C'est tout d'abord, il n'y a pas de retour en arrière, c'est le progrès, bien sûr, de l'arthroscopie et de la chirurgie mini-invasive dans tous les domaines. Et la solution est certainement arthroscopique, à condition tout d'abord d'améliorer les techniques et les moyens de fixation, d'améliorer la qualité de la cicatrisation tendineuse et bien sûr de redéfinir les indications.
hein, parce que, comme on a dit, c'est quelque chose de dynamique. On a maintenant un recul important. On voit qu'avec le recul, par exemple, la chirurgie de décompression n'a pas lieu d'être de manière systématique. Alors, en matière de coiffe, c'était un petit peu le résumé. La chirurgie en matière d'instabilité, l'arthroscopie également apporte beaucoup de choses où on fait, bien sûr, je vais rapidement revenir sur ce qu'on a vu déjà au niveau des structures anatomiques. Donc, que ce soit la glène, le bourrelet, le ligament inférieur ou les tendons de la coiffe, donc tout ça peut être responsable de l'instabilité de l'épaule. C'est une pathologie qui concerne très souvent le sujet jeune, hein, et la récidive est pratiquement assurée dans 30% des cas après un premier épisode. Pour les différentes raisons anatomiques qu'on a vues, c'est bien sûr la détérioration du bourrelet, l'arrachement du ligament inférieur, mais aussi l'émoussement de la glène qu'il faut préciser en radio avant, bien sûr, les interventions des instabilités chroniques. Maintenant, c'est essentiellement le défaut de cicatrisation de ce complexe qui est à l'origine de cette instabilité. On fait bien sûr une préparation avant les traitements, donc par de la rééducation, par des renforcements du sous-scapulaire pour essayer de donner une meilleure stabilité, mais surtout une stabilité chirurgicale. Le Bancard peut être fait soit à ciel ouvert, mais surtout quand on peut, parce que c'est de la chirurgie qui devient de mieux en mieux maîtrisée et surtout qui donne de meilleures suites post-opératoires. Et puis, la butée osseuse qui est le gold standard, surtout quand il y a un problème au niveau de la glène avec un émoussement ou encore une fracture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, c'est l'insertion, par exemple, pérarthroscopique du bourrelet qui était arraché par des encres qui sont résorbables maintenant. Avant, il n'y avait que des encres qui étaient métalliques. Maintenant, on utilise des encres qui sont résorbables. Et surtout, la butée osseuse, le prélèvement, on préfère bien sûr à la crête iliaque le prélèvement au niveau de la coracoïde, parce que non seulement c'est pédiculé, viable, mais aussi géographiquement ou anatomiquement très proche du lieu de l'insertion, comme vous le voyez à ce niveau-là. Et puis, c'est une question d'école. Quand on ne maîtrise pas l'arthroscopie, on le fait à ciel ouvert et ça ne donne pas réellement une grande différence, sauf le confort de la chirurgie et dans les suites post-opératoires. Les lésions du bourrelet dont a parlé mon prédécesseur, donc on les voit, c'est ce qu'on appelle les slap lésions, les débridements avec bien sûr les traitements de la longue portion du biceps puisqu'ils sont très souvent associés, et puis la réinsertion qui se fait de mieux en mieux sous arthroscopie. On ne peut pas faire bien sûr ces lésions-là à ciel ouvert parce que, comme on a dit, on n'a pas de jour devant cette chirurgie à ciel ouvert de la coiffe et de cette région, on n'a pas de jour sur cette partie-là de l'articulation. Et en dernier, plutôt en avant-dernier, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des chirurgies de l'arthrose? L'arthrose, comme toutes les articulations, c'est surtout l'arthroplastie de l'épaule, mais cette arthroplastie doit être bien sûr maîtrisée par le chirurgien et choisie selon le cas de l'homarthrose qui est devant nous. Actuellement, le matériel a été de mieux en mieux étudié et on a des prothèses de 3e génération qu'on appelle les prothèses anatomiques, mais surtout l'innovation est dans la prothèse inversée, dans les ruptures massives, bien sûr, dans l'homarthrose excentrée qui est due à une rupture massive de la coiffe des rotateurs. Donc, quand il s'agit d'une homarthrose centrée, donc on fait une prothèse gléno-humérale qui n'est pas inversée, qui est de plus maintenant, comme on a dit,
très performante, elle est devenue de mieux en mieux maîtrisée et performante grâce aux prothèses anatomiques. On peut également faire appel à ce type d'arthroplastie dans les ostéonécroses aseptiques et surtout dans les arthropathies rhumatoïdes où il y a une dégradation comme toutes les articulations, mais avec une coiffe qui est conservée. La prothèse inversée a été l'innovation chirurgicale de l'épaule qui a été décrite par Gramont en 1986. Et en fait, quel est son principe tout simplement? Lorsqu'on a une homarthrose excentrée avec une ascension de la tête, comme vous le voyez, qui témoigne d'une rupture massive, bien sûr, de la coiffe des rotateurs, c'est une prothèse, tout simplement. Son principe, c'est qu'elle favorise l'action du deltoïde, bien sûr, et, comme vous le voyez, elle augmente de 25% le bras de levier et permet, bien sûr, de se substituer à cette coiffe qui est, comme on a dit, le principal centreur de l'épaule. Voilà. On arrive à la chirurgie traumatologique. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire en matière de progrès parce que toutes les fractures de l'épaule peuvent être bien sûr concernées par la chirurgie. La seule chose, c'est que il ne faut pas être, je le dis, même si je suis chirurgien, être interventionniste à tous les coups. Généralement, chez les personnes âgées, quand on a des fractures de la tête qui sont soit céphaliques, céphalotubérositaires, mais qui sont quand même, qui gardent l'avantage d'être engrainées, il suffit de proposer un traitement fonctionnel. Quand je dis traitement fonctionnel par rapport au traitement orthopédique, l'erreur que font la majorité des confrères, c'est qu'ils immobilisent ces personnes et c'est la voie toute tracée vers l'enraidissement, vers les capsulites. Ce qu'on fait maintenant, c'est que, à partir même du premier jour du traitement, on propose un traitement fonctionnel. Si la fracture est engrainée, on leur demande bien sûr de faire des mouvements pendulaires, de commencer par des mouvements contre la pesanteur qui ne sont pas douloureux pour eux, mais qui vont nous offrir progressivement, chaque semaine on ajoute un type de mouvement et qui permettent d'avoir en même temps la consolidation, mais l'assouplissement de cette articulation. Et après les 6 semaines, non seulement on a une fracture qui est restée engrainée, peut-être pas revenue ad integrum, mais qui est consolidée, mais avec un assouplissement, bien sûr, de la tête. Donc, même, bien sûr, dans la pathologie traumatique, lorsqu'il y a des explosions complètes de ce massif de la tête, où on ne peut pas, bien sûr, restituer l'anatomie, on peut utiliser les prothèses, bien sûr, unilatérales ou encore céphalodiaphysaires, comme on le voit à ce niveau-là. Et là aussi, la technologie a permis d'avoir des prothèses de dernière génération qui sont très, très prometteuses au niveau de la mobilité et de la stabilité de l'épaule. Je vous remercie.